Bien. Je suis Jean-Noël Tardy, enseignant au lycée Georges Brassens de Villeneuve-le-Roi. Et j'ai été confronté en 2017 à une crise amiante particulièrement grave dans mon établissement. En fait, tout a commencé quelques années auparavant. Alors, pour bien comprendre le cadre, l'établissement est vieux, il a été bâti en 1964. Et comme on l'apprendra plus tard, il contient une quantité impressionnante de flocage amianté, puisque dans les années 1910, les 3 étages au-dessus des plafonds a été placé des tonnes et des tonnes d'amiante au-dessus de chaque salle de classe. Rien en revanche dans les couloirs, mais dans les salles de classe, au-dessus des dalles de faux plafond. En 2014, il y avait eu un premier droit de retrait, parce que notre système de ventilation ne fonctionnait pas, parce que l'établissement est situé sur une zone polluée, donc on respirait mal au sens propre, et aussi parce que nos dalles au sol, qui étaient également amiantées, étaient très dégradées. Et on avait déjà une inquiétude sur le flocage. Donc droit de retrait, la région Île-de-France, qui est propriétaire du bâtiment, vient l'inspecter et nous dit, bon, effectivement, vous avez un problème de ventilation, mais pour l'amiante, pas de problème. Certes, vos dalles sont dégradées, on déposera de la résine durant l'été, mais vos flocages, aucun problème. Que s'est-il passé? En fait, une société privée, la société Inax, pour ne pas la nommer, est venue dans l'établissement à réaliser des prélèvements de flocage, 8 prélèvements, et avait conclu à l'absence d'amiante dans ces flocages. En fait, la société a été pour le moins incompétente ou alors de très grande mauvaise foi, parce qu'il y avait un premier flocage amianté, et puis recouvert d'une pellicule superficielle de flocage blanc non amianté. Cette pellicule-là, simplement, qui a été analysée, et l'opérateur n'a pas été capable, ou n'a pas voulu, trouver le flocage amianté derrière la pellicule de flocage blanc non amianté. On n'a jamais vraiment cru, les enseignants qui enseignaient dans cet établissement, on n'a jamais vraiment cru à l'absence totale d'amiante dans les faux plafonds. Ça nous a toujours paru assez invraisemblable, l'établissement ayant été construit dans les années 60, l'histoire orale transmise par les générations d'enseignants précédentes faisait état de problèmes liés à un flocage amianté. Bref, il y a toujours eu un doute. Mais face à cette expertise, le DTA a été modifié en conséquence, a été complété en conséquence. Et pendant 2 ans, en fait, de 2015 à 2017, il était indiqué dans le DTA, plafond, pas de présence d'amiante, faites ce que vous voulez. Les sociétés privées qui venaient parfois pour faire des raccordements de fils ou pour relier également le lycée à Internet ne se privaient pas d'ailleurs de percer et de faire ce qu'elles voulaient dans les faux plafonds de l'établissement. Quand en 2017, un collègue vient me voir et me dit, au fait, il y a une substance de flocage, une substance un peu mousseuse qui est tombée dans la salle, qui est passée par des trous dans les dalles de faux plafond. Je ne sais pas ce que c'est, je me demande si c'est pas de l'amiante, est-ce que tu peux venir voir? J'ai décidé donc de considérer, en dépit donc des tests Inax, de considérer que c'était un accident amiante, et j'ai donc fait remonter à mon chef d'établissement, à mon gestionnaire, eh bien, la nécessité qu'il y avait à faire fermer cette salle et à procéder à des tests. Et j'ai été suivi, alors il est vrai aussi que je suis par ailleurs membre du CHSCT de l'Académie de Créteil. A priori, dans l'établissement, les choses se passent bien, enfin, en tout cas, se passaient bien jusque-là, et mes recommandations étaient prises en compte. Donc, nouveau test, cette fois-ci, sont toujours réalisés par Inax d'ailleurs. Nouveau test, cette fois-ci dans le cadre de cette procédure d'accident amiante. Et là, double révélation. La première, le test d'empoussièrement de l'air fait apparaître un taux supérieur, très largement supérieur à la norme autorisée, puisqu'on est à plus de 11 fibres par litre d'air, sur un test sans simulation d'activité. Et puis, prélèvement
des flocages, et là on s'aperçoit qu'il y a bien deux flocages, un flocage superficiel non amianté, et puis une grande quantité de flocage amianté. Alors c'était déjà une nouvelle extrêmement grave, vu la contradiction avec le DTA précédent. Ce qui en plus accru la colère et l'inquiétude de tous les personnels, c'est la manière dont on a appris ce résultat. La région Île-de-France, déjà a laissé traîner 15 jours entre le moment où, sur le bureau du service amiante, il y a le résultat de l'analyse, et le moment où quelqu'un prend son téléphone pour appeler le chef d'établissement, 15 jours. Et par ailleurs, la personne qui prend son téléphone, qui contacte le chef d'établissement, lui dit, alors non pas il y a eu un accident amiante, etc., mais lui dit, au fait, nous avons eu un problème dans la salle, il y a un problème avec l'amiante, combien y a-t-il d'ordinateurs et d'équipements informatiques dans cette salle? Parce que nous allons devoir les évacuer, les détruire. Voilà. Sur les personnels, pas un mot. Sur la révélation que représente ce flocage amianté, contrairement au DTA, pas un mot. Donc autant dire que l'ébullition, enfin la salle des profs était en ébullition. Et dans l'après-midi qui a suivi ce coup de téléphone, alors, qui ne donne pas d'autres informations, hein. On n'a pas la mesure des 11 fibres, on a strictement rien d'autre que ce coup de téléphone. Au fait, vos ordinateurs contiennent probablement des fibres d'amiante, on va les évacuer. Donc dans la foulée de cette nouvelle, les collègues et moi-même, on se met en droit de retrait de l'ensemble du bâtiment, considérant que s'il ne doit pas y avoir d'amiante dans le bâtiment, et tout d'un coup il y en a dans une salle, il n'y a pas de raison que le reste du bâtiment soit épargné par ce flocage amianté. Donc première semaine pendant laquelle il ne se passe pas grand chose, à part finalement une réunion tripartite entre les représentants des enseignants, la région Île-de-France, un représentant du rectorat, et dans laquelle le représentant de la région nous dit que finalement il ne sait rien, il ne comprend pas ce qui se passe et il ne peut pas garantir la sécurité de l'établissement. Du coup, le rectorat décide de le fermer le temps d'analyse complémentaire. Ça tombe bien, c'est les vacances de Noël, donc il y a 15 jours pour faire ces tests. À la reprise, nouveau coup de théâtre. Alors on a été convoqué à une réunion pendant le temps des vacances, on y est allé. Nouveau coup de théâtre, donc une autre société est venue. Alors elle confirme de l'amiante, il y a à toutes les salles, elle confirme la présence finalement de ces deux flocages, l'un non amianté recouvrant superficiellement le flocage amianté. Ce qui, entre nous soit dit, est complètement non conforme à toute la réglementation et à toutes les règles de l'art. Donc, révélation de la présence massive, probablement à cette échelle-là, comme dans aucun autre établissement de l'Académie de Créteil. Du moins, on peut l'espérer, puisque là, 3000 m² de flocage à peu près. Donc, révélation de cette présence massive d'amiante. Mais là encore une fois, rassurez-vous, braves gens, le flocage qui dans les précédents rapports était scoré 2, dans les trois niveaux de tas de conservation, bien, tout d'un coup il est scoré 1, bon état, donc pas de mesure particulière. Quant à ce qui s'est passé dans la salle où on a relevé les 11 fibres et quelques d'amiante, pas d'explication. Pas d'explication et veuillez reprendre dans ces conditions, mesdames et messieurs. Tout est revenu à la normale, puisque des tests de l'air ont été faits, puisque la salle où il y a eu l'incident amiante a été nettoyée, pas désamiantée, mais nettoyée. Le matériel évacué, donc veuillez reprendre les cours. Cette injonction à reprendre, on ne l'a pas acceptée. Les enseignants ne l'ont pas accepté. Ils ne l'ont pas accepté parce que ça paraissait incohérent d'avoir un flocage dégradé mais non amianté,
et de passer tout d'un coup à un flocage amianté mais non dégradé. Donc ça apparaissait complètement contradictoire. Et puis l'autre raison, l'autre motivation, c'est que lorsqu'il se produit un incident, en bonne prévention, on cherche à en comprendre les causes pour éviter que l'accident ne se reproduise. Or là, les causes restaient inconnues. Et donc le droit de retrait sur l'ensemble du bâtiment s'est poursuivi. Les enseignants se sont débrouillés pour prendre les élèves et faire cours dans le CDI, qui ne contenait pas de flocage, ou dans les locaux voisins du collège, qui non plus ne contenaient pas de flocage. Bon, cela a quand même été une très 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 forte perturbation. Énormément de classes se sont retrouvées avec des emplois du temps extrêmement chamboulés, allégés. Enfin, ça posait un problème pédagogique énorme, hein, ça va de soi. Quant à la région, quant au rectorat, eh bien, ils ont paru complètement désemparés face à notre réaction. Et ils attendaient un épuisement du mouvement. Mais ça s'est prolongé semaine après semaine, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et pour aller vite, et pour passer sur l'ensemble des péripéties, si on compte la période des vacances de février, eh bien le retrait a duré 3 mois. 3 mois. 3 mois à dire, si vous n'êtes pas capable de nous fournir une meilleure expertise que ce que vous nous fournissez là, on ne reprend pas. Et finalement, le rectorat, donc notre employeur, après avoir consulté le service juridique du ministère, a estimé que c'était justifié. Et la région Île-de-France, donc le propriétaire des locaux, s'est retrouvé face à ses responsabilités. Donc la région Île-de-France a en catastrophe organisé la délocalisation des enseignements dans d'autres locaux, ce qui a posé d'autres problèmes assez évidents, que ce soit aux familles, aux enseignants et aux élèves, mais enfin c'était apparu comme la seule solution. Et elle a commandé une nouvelle expertise, cette fois-ci en faisant appel au CSTB. Lorsqu'on arrive donc aussi à la fin des vacances de février, après 3 mois de retrait et un retrait jugé justifié par l'employeur, on a une espèce de... comment dire, bon, il y a une démoralisation assez nette quand même de l'ensemble des parents d'élèves évidemment qui sont inquiets pour la scolarité de leur enfant. Il y a la fatigue également des enseignants et la nécessité d'essayer de trouver une solution. À ce moment-là, on est convoqué pour une nouvelle réunion dans laquelle le CSTB, l'ARS est présent aussi, le CSTB estime avoir trouvé la cause de l'accident de la salle 320, peut-être une dégradation due à la présence d'un interrupteur dans les flocages qui se serait arraché, repère un certain nombre de salles qui présenteraient des risques et nous promet un rapport. L'ARS, qui avait mal compris ce que lui avait dit le CSTB dans une note précédente, a rendu une note complètement surréaliste dans laquelle elle expliquait que l'accident de la salle 320, donc la salle dans laquelle l'accident amiante était expliqué, que pour le CSTB et pour une autre société, un autre diagnostiqueur qui était venu faire un repérage, il n'y avait pas de risque et donc la reprise du travail s'imposait. À ce moment-là, pour essayer de sauver le baccalauréat, tout en ménageant bien sûr la santé des élèves et la santé des personnels, les collègues se sont mis en retrait de toutes les salles qui avaient été indiquées lors de cette réunion par le CSTB comme présentant un risque, et d'occuper et de fonctionner sur les salles où le flocage est présumé complètement intact et protégé par la couche superficielle du flocage non amianté. Et maintenant, donc, on fonctionne sur ce mode-là, c'est-à-dire retrait de 14 salles. Alors, retrait que l'employeur ne reconnaît pas, ne conteste pas, on reste dans un flou juridique assez complet à ce niveau-là. Bon, voilà, pour résumer à très grands traits, une crise amiante, à ma connaissance, sans précédent, 3 mois de droit de retrait finalement justifié,
Qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce que cela nous révèle finalement de la situation de l'amiante dans l'éducation nationale? D'abord que notre employeur, c'est-à-dire l'éducation nationale, manifestement connaît mal le dossier, ou ne cherche pas spécialement d'ailleurs parfois à mieux le connaître. Il s'en préoccupe bien sûr, mais il sait qu'il existe un grand nombre d'écoles primaires, un peu moins de collèges et quelques lycées, qui n'ont pas de DTA par exemple. Et cela n'a pas encore été jugé une situation suffisamment grave pour, par exemple, prendre des mesures, bloquer les travaux, faire pression sur les propriétaires des locaux pour qu'ils assument finalement leur obligation de présenter un DTA. Donc il y a manifestement beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, sans compter qu'un grand nombre d'établissements ont été construits dans les années 60 et 70, et que ces établissements contiennent incontestablement de l'amiante, et dans ces catégories, enfin dans les catégories de matériaux les plus dangereux, c'est-à-dire alors flocage un peu moins, du fibrociment en mauvais état, je ne parle pas des dalles au sol amiantées, parfois dégradées, là on en trouve dans énormément d'établissements. Donc il y a du travail à faire, les CHSCT sont mobilisés de plus en plus, dont celui de l'Académie de Créteil, cette problématique-là. Le seul problème, vous le savez sans doute, c'est que l'avenir des CHSCT dans la fonction publique est plus qu'incertain, et qu'on ne sait pas si cette institution sera maintenue l'année qui vient, ou si elle est promise à la disparition, comme les CHSCT des entreprises privées. Bon, le deuxième point, les diagnostiqueurs. Les entreprises qui font les diagnostics ne donnent pas toujours satisfaction. Alors soit que le travail est mal fait, soit que les moyens ne sont pas donnés à ces entreprises. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a un vrai problème. En tout cas, nous avons de véritables interrogations sur les conditions de travail des salariés qui réalisent les diagnostics amiantes. Et quoi qu'il en soit, l'exemple du lycée Georges Brassens prouve qu'il peut y avoir des erreurs, et des erreurs notamment importantes. Donc il y a manifestement quelque chose à faire, un contrôle à exercer sur ces sociétés et sur leur travail. Enfin, évidemment, le dernier point, c'est l'attitude des collectivités territoriales. Donc la région Île-de-France a mis beaucoup de temps avant de prendre la mesure de la crise dans l'établissement de Villeneuve-le-Roi. Mais on sait aussi, par exemple, que les mairies ne mettent pas à la disposition des écoles les DTA, et on sait qu'un grand nombre de maires redoutent de se pencher sérieusement sur la question amiante dans leur établissement scolaire. Et bon, on ne peut que faire le lien avec le peu de moyens dont disposent les mairies face à cette question-là, et bien sûr le coût des diagnostics, des amiantages. Et c'est sans doute au niveau national qu'il faudrait repenser la question, parce qu'on ne peut pas non plus laisser les maires des petites communes face à un sujet aussi grave que l'amiante et leur en faire porter toute la responsabilité au vu des faibles moyens dont les communes parfois disposent. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette crise, sur ce qu'elle pouvait révéler de la question de l'amiante dans l'éducation nationale, question qui devra tôt ou tard être traitée en profondeur par les gouvernements qui se succéderont. La situation ne peut de toute façon que se dégrader vu l'état bâtimentaire des écoles et de nos lycées. Et donc il faut se saisir du problème à bras-le-corps et ne pas voiler la face.